Bon, c'est difficile à dire aujourd'hui précisément, vu la multitude de, bouleversements, ruptures, menaces de guerre. Mais quoi qu'il en soit, disons de la géopolitique, les enjeux, écologiques demeurent. Et le grand enjeu écologique, me semble-t-il, c'est de sortir de cet engrenage, constant d'un productivisme qui se nourrit de lui-même et qui s'autodétruit, enfin qui détruit ceux qui le nourrit et donc de trouver autre chose et d'en sortir. En gros, sur l'analyse, pourquoi est-ce qu'on est dans la situation de dégradation de la planète où nous sommes? Pourquoi est-ce que, l'environnement dans lequel nous vivons et dont nous vivons, en même temps, nous le rendons de plus en plus fragile, précaire, détérioré? Pourquoi est-ce que nous vivons sur une terre à ce point abîmée? En gros, il y a 2 explications. Il y en a une qui fait remonter au début de l'humanité et qu'on trouve assez volontiers dans les explications, disons, de psychologie évolutive, hein. Il y aurait comme ça une sorte de tendance humaine à chercher toujours plus. Et puis, bon, il y a l'explication qui, moi, personnellement, me paraît beaucoup plus sérieuse. C'est celle qui fait, remonter, bon, autant appeler un chat au début du capitalisme, hein. Donc on peut du système colonial et donc l'exploitation de terres extérieures au domaine européen. On peut faire, remonter plus récemment, à l'industrialisation. Bon, le développement de systématique du salariat, la fin de l'artisanat, la transformation de la paysannerie, bon, tout ça se fait pas en une seule fois, c'est des échelles de temps. Et puis on peut aussi insister sur, bon, ce qu'on a appelé la grande accélération, c'est-à-dire, en gros, après la 2e guerre mondiale, où il y a une sorte d'embrasement, de développement accéléré, non seulement en Europe, en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. Donc c'est un système qui est bon, qui est un système à la fois de production, donc d'extraction, hein, beaucoup parlé d'extractivisme, et puis c'est un système d'industrialisation et donc d'accélération des processus de production, qui renvoie aussi à une série de rapports sociaux. Bon, je ne peux pas faire une théorie du capitalisme, hein, bon, on peut dire que ça part de là, hein. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était parfait et que les sociétés non capitalistes, préservaient l'environnement, dans lequel elles se trouvaient, mais disons ça, la dégradation n'était pas aussi rapide et était pas aussi au cœur de la du système. Le lien plus précis, plus documenté sur le rapport entre, bon, ce que j'appelais le capitalisme comme mode d'exploitation, de la terre et d'une partie comme domination d'une partie de l'humanité sur l'autre, sur le reste de l'humanité. Bon, Marx et les rapports capitalistes et cetera. Et puis du rapport de domination du pouvoir masculin sur les femmes, ce qu'on a appelé le patriarcat, a été bon, on travaille maintenant beaucoup dessus, mais il y a une historienne des sciences, en fait, américaine, écologue, bon, plutôt écologiste, Caroline Merchant, qui en 1980 a publié un livre qui s'appelle The Death of Nature, la mort de la nature, où elle montre justement à cette époque moderne, 16e, 17e siècle, qui est celle des débuts, bon, ce que j'ai appelé il n'y a pas que moi, ce qu'on appelle le capitalisme, donc de nouveaux rapports de production qui sont à la fois des rapports sociaux et des rapports, de la terre, correspond
une transformation du mode de relation aux-femmes. Alors, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a, de façon très ancienne, et là il faut, et ça a été fait d'ailleurs, il faut des anthropologues pour aller chercher, parce que c'est quelque chose qui remonte à très loin dans l'humanité, une association qui est beaucoup une association dans le langage entre les femmes et la nature, hein. Alors si on en reste au domaine européen, dans en grec et en latin, comme dans toutes les langues européennes, quand il y a un genre féminin, la nature est féminine comme les femmes. Et donc il y a une association constante dans le langage entre, bon, on voit la terre comme une femme et on voit les femmes comme une terre. Bon, disons, ça provient sans doute de projections, hein, la pensée est très anthropomorphique au début, donc on projette sur l'ensemble de la nature les rapports hommes-femmes. Mais alors, ce que Caroline Merchant montre, c'est que pendant très longtemps, en tout cas quand on arrive au XVIe siècle, et disons depuis l'Antiquité, on reste dans le domaine européen, la Terre est vue comme une femme, donc de façon organique, vivante. Et c'est une terre-mère, et il y a une sorte de respect pour la mère, bon, qui se porte aussi sur les femmes, plus ou moins, et peu importe. Ce qu'on voit, par exemple, c'est dans un certain nombre de textes latins, enfin du 1er siècle avant ou autour, avant Jésus-Christ, c'est que l'image de la terre-mère, que nous retrouvons aujourd'hui maintenant d'ailleurs ailleurs, sert un peu de norme de référence quand on se demande jusqu'à quel point il faut creuser des mines. Si on voit la terre comme une mère, on ne creuse pas les entrailles de sa mère. Donc, bon, je vais très vite, mais ce qui est important, c'est que tout ce rapport entre les femmes et la terre, ça passe par le langage, ça passe par des métaphores, ça passe par des images. Autrement dit, ce n'est pas seulement descriptif. La métaphore, elle montre des façons de se conduire. On va se conduire avec les femmes comme on se conduit avec la terre. Bon. Et que donc, montre Caroline Merchant, c'est que quand ça arrive ce qu'on appelle la révolution scientifique au XVIIe siècle, hein, Galilée, Descartes, Newton, hein, et que donc on va passer d'une vision très organiciste de la nature au mécanisme cartésien qu'on connaît, que tout est un enchaînement de causes et d'effets linéaires, qu'on va finalement désanimer la Terre, d'où le titre du livre « The Death of Nature », vu l'association femme-nature, les femmes vont d'une certaine façon subir le même sort, hein, c'est-à-dire qu'elles vont elles aussi être réduites à quelque chose qui est bon à dominer, hein, et non plus bon à respecter. Alors, Caroline Merchant le montre sur deux exemples qui me paraissent parlants. Le premier, c'est la question des sorcières. On sait qu'à la fin du XVIe siècle, il y a eu une sorte de vague de lutte anti-sorcière en Europe, et elle l'interprète, et elle s'appuie sur Bacon, qui est à la fois Francis Bacon, tournant 16e, 17e siècle, qui est à la fois le grand introducteur justement de cette vision nouvelle scientifique, mais qui est aussi le chancelier, c'est-à-dire le ministre de la Justice du roi d'Angleterre, et qui, comme tel, a poursuivi les sorcières. Et elle étudie ce qu'écrit Bacon quand il parle dans la nouvelle science comment on va traiter la Terre. Mais en gros, on la traite comme on la soumet à la question, et il dit lui-même comment on soumet une femme, une sorcière à la question. Donc il y a une sorte de violence anti-nature qui est aussi une violence anti-femme, et que donc il y a cette transformation qui associe
femmes et nature dans une même soumission et dépendance, et autour du lien femme-nature, tous ceux qui sont du mauvais côté, si je puis dire, hein, les travailleurs, les indigènes des pays colonisés. C'est difficile parce que, si vous voulez, ça, je donne des grandes lignes, hein. Mais Caroline Merchant montre bien que, tout le monde n'est pas allé à fond dans cette histoire, hein, de mécanisation du monde, qu'il y a eu des résistances, souvent religieuses d'ailleurs, pas forcément de mise en alerte, mais plutôt d'autres façons de voir. Et depuis, il y a un certain nombre d'historiens qui ont montré que, toujours pendant le XVIIe ou le XVIIIe, il y a eu des modèles d'action différents vis-à-vis de la nature, et en particulier l'idée de improvement, en français on dirait amélioration, hein. Et que, bon, par exemple, sur les forêts, sur la disparition des forêts, on s'en inquiète très tôt. Et très tôt, alors ça se passe en Angleterre, mais ça se passe en France, ça va se déplacer vers l'Est, on pense qu'il y a peut-être des méthodes pour... D'abord, il faut planter, hein, la forêt de Tronchet en France est une forêt de chênes qui a été plantée du temps de Colbert, justement pour avoir... Alors c'était l'idée d'avoir des mâts de navires, hein. Bon, on n'a plus vraiment besoin de mâts de navires en bois de chêne, mais on a une superbe forêt de Tronchet. Donc il y a eu... Ça n'a jamais été, comment dire, le bulldozer, hein. Il y a toujours eu des pensées autres qui, petit à petit, ça a pu basculer différemment. Mais c'est pas facile. Disons, là aussi on peut remonter un peu plus haut. Disons que, bon, au XIXe siècle, on présente très souvent comme le siècle du alors, faut faire la différence entre science et scientisme, hein. Il y a le développement des sciences, qui est un développement complexe, bon, et puis il y a le scientisme comme idée que la science c'est la vérité, donc qui devient dogmatique sur les progrès scientifiques. Donc le XIXe siècle, on présente volontiers comme l'époque du scientisme triomphant, la religion a moins d'importance, et la science, la religion de la science. Bon, là encore, tout ça est très très schématique. On a toujours, même à ce moment-là, on a pensé le possible effondrement global, à la fois parce qu'on découvre la thermodynamique, donc l'entropie, donc la possibilité de perte d'énergie. Donc à partir de là, on projette une fin du monde, qui est quelque chose qui remonte à très loin, en dehors même de la religion, hein, qu'on a même pensé rationnellement depuis les Grecs, disons. Et puis, mais aussi des effets possiblement catastrophiques de la science. Donc c'est toujours à l'arrière-plan, c'est toujours possible. Bon, il va y avoir une série d'observations qui s'accumulent. En gros, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, si on prend par exemple avant le rapport Meadows, hein, qui est de 1972, si on prend un des premiers livres scientifiques importants qui ont attiré l'attention sur les destructions que risquait d'apporter un certain nombre de pratiques techniques. Je pense à l'extermination des insectes, bon, à l'époque par le DDT, hein, maintenant on ne connaît plus, parce qu'on a beaucoup plus puissant, hein, c'est pas parce on s'est débarrassé je ne vous dirai pas ce que c'est, parce qu'il faudrait que je le trouve écrit, mais bref, le livre de Rachel Carson, hein, Silent Spring, Printemps silencieux, où elle montre les ravages bon, à l'époque, le DDT, donc les insectes, ravagent aussi bien sur les animaux. Silent Spring, si le printemps est silencieux, c'est que les oiseaux ne chantent plus. Si les oiseaux ne chantent plus, c'est soit qu'ils ont été
tués directement par le DDT, soit que le DDT a effectivement tué tous les moucherons dont ils se nourrissaient et qu'ils n'ont plus rien à manger. Elle montre aussi les ravages écologiques et puis le danger pour la santé humaine. Elle le publie en 1962, ça provoque la fureur des producteurs de ce genre de produits, mais son dossier scientifique est si solide, si bon, qu'on ne peut l'attaquer que sur une chose, sur le fait qu'elle est une femme. Et que, comme on le sait, les femmes, il suffit qu'elles voient une araignée, et puis elles hurlent. Bon, bref. Mais on essaie de la dévorer, et qu'elle est femme et qu'elle est célibataire, hein, en plus. Donc, mais on ne peut pas attaquer alors, ce dossier scientifique, donc inattaquable, alors qu'on aurait bien aimé, ils auraient bien aimé les firmes productrices de DDT ou autres insecticides, ça a commencé à être documenté par des experts techniques et scientifiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et il y a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette production, hein, parce que les guerres, c'est des vraies catastrophes écologiques. Hein. On produit des produits destructifs, de grande destruction, de destruction massive, et à la paix, on les reconvertit, hein, comme on a, bon, on les reconvertit dans la pratique pacifique. Hein. Alors, il y a l'exemple du nucléaire, mais il y en a quantité d'autres. Et donc, c'est là, hein, qu'on commence alors, en fait, il y en a même avant, hein, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, il y a déjà un début d'interrogation sur l'usage extensif des applications de la science. Mais donc, ça se met en place. Disons, les alertes qui paraissaient un peu folles, la fin du monde par la science, et qui étaient peut-être un peu folles d'ailleurs, parce que c'était des passages à la limite, on arrive à documenter des dangers précis, hein, comme celui que montre très très bien Rachel Carson, puis il y en a d'autres, fin des années 50, début des années 60. Donc on va arriver assez vite aux années 70. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il y a dans les scientifiques jouent un rôle de lanceur d'alerte. Hein. Rachel Carson, le rapport Meadows, bon, qui est une simulation de ce qui risque de se passer si on fait rien. Bon, puis on arrivera avec le GIEC, donc les experts du climat, et la même chose pour la biodiversité avec l'IPBES, etc. Mais les scientifiques jouent un rôle de lanceur d'alerte. Et régulièrement, ces alertes créent un mouvement d'opinion. Rachel Carson, Silent Spring, il y a des mobilisations aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'on crée, sous la présidence Kennedy, crée l'Agence pour l'environnement, hein, que Trump est en train de démolir. Il y a aussi le jour de l'environnement, le jour de la Terre. Bon. Donc il y a une mobilisation autour il y aura une mobilisation beaucoup plus importante autour du rapport Meadows. Bon, en 72, déjà l'ONU est en train de mettre en place, hein, 72, c'est aussi le premier sommet de la Terre à Stockholm, l'ONU est en train de mettre en place le programme des Nations Unies, le PNUE, le programme des Nations Unies sur l'environnement. Mais autour du rapport Meadows qui provoque tout un tas de réactions, c'est à ce moment-là qu'il y a donc l'ONU, le programme qui va donner tous les sommets de la Terre, etc., tout ce que nous avons. Le premier ministère de l'Environnement en France, sous la présidence Pompidou, je crois que c'est en 71, donc c'est avant le rapport Meadows. Il y a les grandes ONG qui se mettent en place à peu près à ce moment-là. Hein. Alors les partis, ça va être plus tard, mais donc il y a une réaction. Et puis, ça stagne un peu, et il y a comme ça des phases. Alors, et ça laisse toujours, ça disparaît pas, mais il y a des mobilisations. Bon, on vit actuellement
hein, un un creux particulièrement important. Mais je crois que on a souvent comparé, l'attitude qu'il faudrait avoir à celle que Churchill, a eue, en Angleterre en 1940. Mais la guerre, elle est là, hein, et si vous lisez des je pense au journal de Virginia Woolf qui d'ailleurs va se suicider assez peu de temps après. Elle est prête à voir les Allemands débarquer et puis bon après il va les avions, les bombes. Il y a un danger présent. Pendant très longtemps, les dangers craints ont été sans commune mesure avec les conséquences observées. Ça n'a pas été vécu, il n'y a pas un danger immédiat. On continue à vivre et donc c'est pas suffisant pour faire basculer le bon, le plus facile, c'est de faire le lendemain ce qu'on a fait la veille, hein, et donc provoquer cette bascule-là, c'est pas la seule raison, mais c'en est une, me semble-t-il. Catastrophisme éclairé, bon, mon mari et moi avons écrit là-dessus, hein, c'est un livre qu'on a écrit pendant le covid, pendant le premier confinement, qui s'appelle «Le pire n'est pas certain», et c'est sur l'aveuglement, catastrophiste. Donc ça nous a amené à distinguer, disons, 3 types de catastrophisme ou de collapsologie, hein, du terme à la fois latin et anglais qui veut dire effondrement, collapsus, collapse. Il y en a un premier qui est le plus classique, qui est, rhétorique. Si on veut attirer l'attention, eh bien non pas on exagère, il y a des figures de rhétorique qui permettent de concentrer les dangers en un seul danger qu'on présente. Alors, mon mari qui avait travaillé pas mal sur les discours forestiers, a montré qu'au XIXe siècle, il y avait eu un discours forestier de ce type, hein, qui, pour attirer l'attention déjà sur la nécessité sur les forêts, sur les risques d'érosion dus aux pratiques paysannes et d'éleveurs dans les montagnes, avait fait voir une terre complètement privée de toute forêt. Donc il y avait une exagération. C'est une figure rhétorique, c'est, disons, élever le cri au loup à la hauteur de figures de style et bon, alors c'est souvent ça, hein, du genre, oui, si on leur en dit pas assez, ils vont, les autorités, celles qui prennent des décisions, donc il faut les effrayer un bon coup, c'est rhétorique, purement rhétorique. Jean-Pierre Dupuy, puisque c'est lui qui a forgé l'expression de catastrophisme éclairé, et disons, passer de la rhétorique à ce qu'on peut appeler un catastrophisme méthodologique. Ce qu'il s'agit, en prenant un peu la même idée, mais en la construisant, c'est de dire la catastrophe est possible et pour l'éviter, il faut y croire. Voilà. Donc il faut et il se compare aux prophètes de malheur de l'Antiquité en disant, bah, eux, enfin les Saint Jean, Apocalypse et des choses de ce genre, en disant, eux, ils croyaient ça possible, mais nous, on n'y croit que pour mieux l'écarter. Et Jean-Pierre Dupuy se réfère à 2 philosophes allemands contemporains, enfin du XXe siècle, Hans Jonas, hein, qui a écrit le principe responsabilité et qui a mis, c'est lui qui fait de la prophétie de malheur un modèle d'action, et puis Günther Anders, ils sont contemporains, ils ont été étudiés ensemble, ils étaient tous les deux juifs, ils ont tous les deux émigré en France puis en Allemagne après 1933, et Günther Anders, sa grosse catastrophe pour lui c'était le nucléaire, hein,
Et d'ailleurs, bon, Jean-Pierre Dupuy a pas mal repris ça. Et donc, Jean-Pierre Dupuy, justement, a travaillé sur les stratégies américaines du nucléaire pour montrer qu'il y avait une forme de catastrophisme éclairé. C'est-à-dire qu'on envisageait la catastrophe pour mieux, pouf, passer à côté. Donc, méthodologique en ce sens qu'on prend la catastrophe au sérieux, mais on cherche à l'éviter. Et puis il y a une troisième forme de catastrophisme qui est la seule à s'appeler collapsologie. Et si elle s'appelle collapsologie, logos, science, science de l'effondrement, c'est elle ne dit pas nous croyons à la catastrophe pour mieux l'éviter, elle dit l'effondrement, il est certain. Hein. D'où le titre de notre livre, Le pire n'est pas certain. Et donc, c'est l'idée de, bon, c'est Yves Cochet qui le dit le plus clairement, d'une catastrophe globale et simultanée. Tout va s'effondrer partout dans le monde au même moment, et on peut dire, bon, 2030. On n'en est pas loin. Donc, ces trois possibilités différentes. Alors, ce qu'on peut reprocher, je dirais, aussi bien à la rhétorique qu'à la collapsologie, à la rhétorique, c'est qu'à force de crier au loup, on n'y croit plus. C'est-à-dire et je crois qu'il y a un peu ça dans le fait que les scientifiques sont toujours dans la posture de lanceur d'alerte. Bon, hein, Rachel Carson, c'est 1960, donc ça fait 60 ans. Hein. On peut leur dire, bah, écoutez, ça fait 60 ans qu'on nous dit qu'on va à la catastrophe, on n'y est pas encore. Hein. Donc c'est quelque chose qui s'use. Ce qu'on peut reprocher à Jean-Pierre Dupuy, il se trouve, bon, Jean-Pierre Dupuy a élaboré son livre dans un séminaire auquel mon mari et moi participions, et donc on en a discuté avec lui. C'est que c'est vraiment un schéma, je dirais, technocratique. Hein. C'est quelque chose qui est pour les décideurs et qui, de ce fait, n'est pas très démocratique. Bon, on peut dire, bon, quand la catastrophe est là, on ne discute pas. Et on peut faire un même reproche de dépolitisation, mais là, les collapsologues s'adressent très peu à des décideurs. Ils s'adressent à vous, à moi, à tous ceux qui sont anxieux. Ben, et ils le présentent un peu comme une façon de se rassurer sur cette anxiété. On peut dire, ben, ça a plutôt... Alors, on peut discuter longtemps, hein, mais dire on y va, on n'évite pas, bah, ça invite plutôt à pas faire. Hein, et donc à ce que présentent Servigne et ses co-auteurs, à se replier dans de petites unités, mais pas agir politiquement. Voilà. Non, je ne crois pas. Je pense pas qu'il y ait, comment dire, une sorte de complot. Hein. Quand moi j'ai un peu regardé ces choses qui ont été étudiées, donc c'est quelque chose qui est discuté autour finalement du rapport Meadows, hein, donc dans les années 70. On voit très bien ce que le rapport. Alors, il faut d'abord dire que le rapport Meadows, c'est là aussi c'est des technocrates. Hein, c'est le Conseil Rome et c'est des très hauts fonctionnaires, des hauts responsables industriels, des responsables européens. Donc c'est toujours des décideurs qui s'inquiètent véritablement. Bon, et c'est eux enfin, c'est là que se lance donc cette commande au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. C'est des spécialistes, c'est des spécialistes de théorie des systèmes hein, qui vont donc élaborer des modèles complexes hein, et jouer sur des variables et montrer ce qui se passe si on n'intervient pas du tout ou si on intervient, etc. Et c'est eux qui vont dire, si on fait rien, si on laisse la production industrielle, la production agricole, la démographie, l'exploitation des ressources, les pollutions, comme ça marche maintenant, on va à l'effondrement. Alors, le rapport Meadows a beaucoup fait discuter, et en particulier des économistes en ont discuté et ont immédiatement
opposé au rapport Meadows, de dire, il y a 2 choses dont vous ne tenez pas compte dans vos modèles, parce que vous n'êtes pas des économistes, vous êtes des spécialistes de théorie des systèmes, c'est le lien entre marché et innovation technologique. Donc, ils vont faire l'hypothèse qui est sans arrêt répétée, on peut, là où il y a des problèmes, on invente, hein, et c'est au marché de réguler le moment où l'innovation technologique coûte moins cher, hein, alors que ce qu'on est en train de dire, hein, les réserves de pétrole diminuent, etc. Et que donc, on verra, grâce au marché, se substituer les renouvelables aux ressources fossiles. Et vous lisez les journaux, vous verrez, ça reste toujours, hein, on vous dira, ah oui, mais le prix des éoliennes, le prix des panneaux solaires, ça diminue, bon. Il y a eu, soutenu le rapport Meadows, un économiste comme Georges Scourogan, qui lui, justement, utilisait la théorie de la thermodynamique pour montrer que, non, cette croissance, bon, c'est là qu'on lance l'idée qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une planète finie. Et donc, il va y avoir une discussion, et de cette discussion, alors, l'idée de développement durable, ou sous un autre nom, elle est déjà là aussi, hein, par des théoriciens du développement, des économistes ouverts, si je puis dire. Et donc, c'est de ce débat que va émerger l'idée qu'il faudrait peut-être quand même un peu réguler le développement. Alors, il va y avoir ce qu'on va appeler la durabilité faible, où en gros, on compte au maximum sur le marché. On reconnaît qu'il y a, par l'idée de la substitution aux ressources naturelles du capital technique. Bon, il y a, je ne sais pas moi, le Yosemite, il y a des choses, on ne substituera pas, hein, mais c'est quand même limité, donc il faut faire confiance au marché. Simplement, on va projeter dans l'avenir et donc calculer un taux d'actualisation. Bon. Et puis, il va y avoir un développement de durabilité forte, hein, et le terme anglais de sustainable peut se traduire aussi bien par durable que soutenable, donc on va plutôt parler de soutenabilité. Ils vont dire non, il faut préserver le capital naturel, et donc ça suppose ça. Ça suppose quoi? Pas grand-chose en fait, hein. Il faut un petit peu plus réguler, disons. Donc c'est ça qu'on voit apparaître, j'ai dit, les sommets de la Terre organisés par où l'ONU réunit les principaux pays, et fait des rapports, hein, en 1987. C'est là qu'apparaît officiellement le terme de développement durable, et qui va être entériné par la conférence de Rio, hein, par le sommet de la Terre à Rio en 1900, avec l'idée des 3 piliers, hein, qui sont l'économique, le social et l'environnemental. C'est-à-dire qu'on fait rentrer l'environnement, il y avait déjà un tête-à-tête, hein, depuis la question sociale au XIXe siècle, il y a un tête-à-tête de l'économie et du social, on fait rentrer un troisième. Bon. Donc, si vous voulez, il n'y a pas directement « on va leur inventer le développement durable pour les faire se taire, mais faire ce qu'on veut ». Il y a plutôt un affrontement de thèses diverses. Il n'y a pas du tout une volonté d'ignorance des économistes. Simplement, eux, ils ont leur façon de penser, qui est marché, État, régulation, technologie, bon. Et ils disent, ça marche, ça continue à marcher, alors on va critiquer ça. Donc, c'est plutôt ce type de débat, mais le résultat, c'est très vite. Disons, là, on est en 1992, hein, développement durable. Bon, dès les années 2000, on se rend compte que ce n'est pas grand-chose, hein. Ça se réduit finalement à un taux d'actualisation, et ce taux d'actualisation qui veut dire comment est-ce qu'on estime que ce qui vaut tant aujourd'hui vaudra dans tant X années, ça, c'est pas un calcul économique, c'est une décision politique. Donc c'est un débat politique, et ce qui apparaît ce qui finit par apparaître, et disons, passé les 2 années 2000, ça commence à aller de soi, ça suffit pas.
c'est là qu'il va y avoir des espèces de mots paravents, hein, du genre croissance verte ou des choses de ce genre. Mais si vous voulez, c'est toujours une rencontre. Il ne faut pas se dire qu'il y a d'un côté, très entre guillemets, les bons qui croient qui comprennent, qui savent qu'il y a une crise écologique grave et qu'il faut faire quelque chose, l'objectif dont je parlais tout à l'heure. Puis de l'autre côté, les méchants qui disent non, ça n'existe pas, hein. Il y a différentes façons d'y croire et différentes façons de penser qu'on porte remède, et il n'y a pas non plus un grand consensus. Les conflits entre régulateurs et non régulateurs, pro-capitalisme et anti-capitalisme, toute forme de... Donc, ça avance assez difficilement à travers toutes ces difficultés. Si vous voulez, moi, je suis tout à fait convaincu que c'est absolument aberrant. Ce qui est aberrant, c'est ce mode de calcul de la bonne santé de l'économie, qui est le PIB, ou le produit intérieur brut, ou le produit national brut. C'est quelque chose qui est mis en place à la toute fin de l'entre-deux-guerres. C'est finalement récent, je veux dire, c'est pas Smith, c'est pas Adam Smith, bon, et qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire, on a pendant un temps, on a pu dire croissance du PIB, ça veut dire croissance des investissements, etc. Mais ça veut dire aussi une amélioration plus générale du bien-être. Or, c'est plus vrai, hein. En plus, le PIB, dans beaucoup de pays, dont un pays comme le nôtre, croît de moins en moins, hein. Donc, je suis absolument convaincu, de ce point de vue-là, qu'on a de très mauvais indicateurs. Et le problème, c'est que les indicateurs, c'est un peu plus que des thermomètres, parce que, bon, on se règle, on agit en fonction... Je veux dire, le thermomètre, il mesure une fièvre qu'on aura de toute façon. Tandis que de la façon dont on mesure la croissance, eh bien, on dirige l'économie, hein. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec des gens comme Dominique Méda, qui disent qu'il faut d'autres indicateurs. Il faut des indicateurs qui prennent en compte par exemple, avec le PIB, si vous avez une marée noire, ça va faire monter le PIB parce qu'il va y avoir des dépenses, ça va faire marcher l'industrie, si je puis dire. Il faut prendre en compte les dégradations écologiques avec ce qu'elles ont d'irréversible. Il faut des indicateurs de bien-être. Bon, donc on a de très mauvais indicateurs. Et de ce point de vue-là, on peut dire... et d'ailleurs, moi, je m'occupe de ces questions depuis 1992. J'ai vu changer, c'est-à-dire ceux qui disaient... c'est aberrant, la croissance, c'était une petite minorité qui avait l'air ridicule. Maintenant, ça a changé, hein. C'est-à-dire, on se dit, vraiment, ils sont enfoncés dans leurs erreurs, ceux qui n'ont les yeux que sur le PIB, les 1%, les 0,1%. Bon. Donc, pour autant, je n'ai jamais adhéré à la décroissance, parce que je pense que c'est toutes les erreurs des économistes avec de la morale en plus, hein. Et puis, comme disait Latour très peu de temps avant sa mort, croissance, c'est un beau mot. Donc, décroissance, et c'est lui, à ce moment-là, qui disait le problème, c'est pas de se focaliser uniquement sur la production, et qui s'est mis à opposer production et habitabilité. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus juste. L'objectif, en plus, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui décroît, hein, suivant les interprétations. Se dire, ce qui est important, c'est pas la production, c'est pas la masse de production augmentant. Ce qui est important, c'est l'habitabilité, donc la subsistance, donc le rapport à l'environnement. Ça me paraît beaucoup plus juste.
qu'on peut constater, c'est que les idées sur l'habitabilité, les idées que tout n'est pas question de croissance, les idées que tout n'est pas question de concurrence et de compétition, que la solidarité est à différents niveaux. C'est des idées, elles se développent. Je vous ai dit, bon, moi quand j'ai commencé à travailler, donc sur ces questions dans les années 80, fin des années 90, ce que je lisais, parce que j'apprenais, paraissait très minoritaire. Maintenant, ceux qui parlent de croissance, ils ont du pouvoir, hein, et pas seulement je dirais un pouvoir symbolique aussi, pas seulement physique, mais les idées opposées, elles se répandent de plus en plus, hein. Le problème, c'est comment, là aussi, c'est plutôt une question de bascule. Comment faire renoncer à ces idées si ancrées et qui gouvernent nos vies? On prête à Einstein. En fait, Einstein l'a pas dit, mais on ne prête jamais qu'aux riches. La phrase suivant laquelle on ne résout pas les problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Et je crois que c'est très juste et que c'est très vrai pour répondre à la question que vous posez. Parce que les problèmes, on les voit. Je veux dire, même ceux qui croient dur comme fer à la croissance, c'est une croyance hein, maintenant, la croissance, c'est plus un savoir. Hein. Même ceux qui croient dur comme fer à la croissance, ils savent. Bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va stimuler l'innovation, se dire, bah, c'est une question de transition énergétique, on reste tout à fait dans le cadre de pensée. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on va sortir de ce mode de pensée? C'est ça la difficulté. C'est qu'on ne sait jamais, alors on dit, tout ça c'est une question de pensée systémique finalement, mais on ne sait jamais jusqu'à quel point la solution à laquelle on pense ne fait pas partie de ce qui a permis, ce qui a conduit au point où nous en sommes. Le cas le plus simple, c'est la technique. Hein. Vous avez une pullulation d'insectes nocifs sur votre terre, si vous êtes agriculteur. Vous allez prendre des insecticides. Mais en fait, ces insecticides ne feront qu'augmenter des pullulations ou les remplacer par d'autres pullulations. Donc, votre solution, au lieu de vous faire sortir de là où vous êtes, elle reproduit à un niveau plus élevé ce que vous avez fait. Et je pense que c'est ça une des grosses difficultés. Alors moi, je suis philosophe, donc je me dis, je peux rester au niveau des difficultés. Alors, oui et non. Je m'explique. Il y a eu devant hein, cet entêtement à poursuivre une course qui ne semble mener que vers l'abîme, de ce qu'on appelle, bon, moi j'ai dit le capitalisme, on peut parler de civilisation thermo-industrielle, enfin, comme vous voulez, de ce monde dans lequel nous vivons. Il y a eu effectivement une promotion importante hein, des modes de pensée autres. Là aussi, il y a eu un renversement. Hein. Je me souviens, c'est une amie, Marie-Angèle Hermite, une juriste, qui me disait, elle lisait un texte où on ridiculisait les entre guillemets indigènes, hein, qui cultivent si peu. Hein. Ils sont pas productifs. Ben, maintenant, on voit les choses à l'envers, hein, complètement inverse. Hein. On se dit, ah oui, mais eux, ils savent conserver leur sort. Donc, il y a eu une mode, hein, une sorte de bon sauvage écologique. Hein. Alors, de la même façon que, bon, le bon sauvage, bah, il est pas meilleur que nous, hein, ni plus mauvais. Il n'y a pas de bon sauvage écologique. Et que bah, ces modes de faire autrement, ça marche dans un certain contexte, mais si on les amène chez nous, ça va. Bon. Donc, comme méthode systématique, non. Comme façon d'aller voir comment font les autres,
oui, voilà, et d'essayer de penser autrement. Bon, enfin, si vous voulez, il y a un côté un peu naïf, c'est pour ça que je vous ai dit d'abord non, hein. Au début du livre de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, où il va montrer qu'il y a d'autres formes de pensée et il va nous donner à penser que ces autres formes de pensée elles sont sans doute meilleures que les nôtres. Ça commence quand même par une petite histoire. Il est là où il a fait, sa thèse, hein, dans l'Amazonie, brésilienne, et il rencontre quelqu'un d'ailleurs qu'il avait vu avant, qui vient de se faire piquer par un serpent. Et qu'est-ce qu'il fait, Philippe Descola? Il commence par lui faire une piqûre, hein, d'antivenin. Et puis après, il discute avec lui et l'autre lui explique que, bah, au fond, c'est un peu de sa faute parce qu'il avait fait ça Bon, tout ça pour dire qu'on ne va pas laisser tomber les piqûres antivenin. Et que donc, ce qu'il nous faut, c'est arriver à conjuguer les mondes. Et je rajouterais d'autant plus, alors plus précisément, pour dire oui, bien sûr, on a beaucoup à apprendre. De toute façon, on a beaucoup à apprendre à en avoir ailleurs. Voilà, sur une façon plus relationnelle, etc. On est tous quelque part dans le relationnel, bien évidemment, hein. Mais à condition de ne pas en faire une sorte de fétiche. Et je prends un autre exemple qui me paraît, enfin, une autre façon de voir la chose qui me paraît important. En 1992, on consommait de la terre à la conférence de Rio. Il y a eu une série de textes, dont une convention sur la diversité biologique, qui fait justement... On dit pas encore biodiversité, on dit encore diversité biologique, mais on est attentif à ce qu'on va appeler l'érosion, puis l'effondrement de la biodiversité. Donc il y a une série de normes. Et en particulier, il y a tout un passage sur l'importance des pratiques locales, des populations locales, pour aider à conserver cette diversité biologique. C'est l'article 8J, 8J, qui dit donc l'importance des pratiques autochtones pour conserver la biodiversité. Eh bien, cet article 8J est systématiquement interprété comme s'il ne concernait que les populations autochtones, amérindiennes, en Amérique du Sud, ou bien en Asie du Sud-Est, et comme si elles n'avaient aucun rapport avec l'Occident, l'Europe, la France. Or, vous avez en France, hein, des pratiques traditionnelles qui n'ont pas toutes disparu. Bon, vous savez qu'il y a eu une diminution parce que la diversité biologique, c'est pas seulement les plantes sauvages, c'est les plantes cultivées, hein, qu'on est passé de je sais pas combien de variétés de pommiers à 4 ou 5. Bon. Et donc là, comme si nous, on était radicalement perdus, hein. Or, il y a des choses à faire, et en particulier en travaillant moi, je suis pas anthropologue, je suis pas économiste, donc j'essaie d'écouter. En particulier, du coup, on oublie aussi, en Amérique du Sud, on ne voit que les autochtones, hein, Pachamama, Sumacossé, des choses comme ça, et on voit pas qu'il y a des populations intermédiaires, hein, qui sont des populations paysannes, qui sont pas, voilà, c'est peut-être des Blancs qui sont venus là il y a des siècles, ou même quelques années, peu importe, et qui, pour autant, n'ont pas des pratiques capitalistes, hein. C'est d'autant plus important que s'il y a aussi quelque chose qu'on fait apparaître tous ces travaux, c'est que le capitalisme, bon, le travail salarié, l'industrie, etc., n'existe jamais tout seul. Il n'existe qu'en coexistant avec d'autres modes de production qui dominent. Donc ces autres modes de production sont extrêmement intéressants. C'est pas uniquement les quelques autochtones qui sont des espèces de villages d'Astérix dans un monde envahi de capitalisme. C'est plus compliqué que ça. Alors
alors je crois qu'elle n'y a jamais été, c'est bien ça le problème. Enfin, une certaine écologie, tout ce à quoi j'ai fait allusion, hein. Repartons, si vous voulez, des années 70, hein. L'ONU met en place un programme des Nations Unies, etc. L'ONU, hein, c'est bon, l'Organisation des Nations Unies, ça veut dire bon, la capacité de rassembler, enfin, on n'est peut-être plus dans ce temps-là, mais c'était ce temps-là à ce moment-là, la capacité de rassembler les États. Hein. Si vous prenez bon, je parlais de Rio 1992, des grands textes adoptés par Rio en 92 à Rio, hein, le CNUCC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, celle sur la biodiversité, il y a le texte sur le développement durable. Tout ça est une réunion de décideurs politiques envoyés par les États. Il y a des grandes ONG internationales qui sont exactement au même niveau, hein, et bon, elles se réunissent aussi à ce moment-là. Bon, qui font des grands textes. Ces textes sont repris, je dis, en 71, le premier ministère de l'Environnement en France, mais il y en a partout ailleurs dans le monde, donc ils reprennent ça, et puis c'est réélaboré en programmes qui descendent jusqu'à ce qu'on appelle les territoires, hein, maintenant. Donc c'est vraiment une élaboration par le haut, hein, avec une rencontre entre scientifiques, en position d'experts et décideurs, et tout ça descend, et puis ça nous arrive sur la tête, hein. Et tout ce qu'on a à faire, c'est essayer de se mettre dedans, mais ça tient aucun compte de... Il y a jamais l'idée d'une remontée, hein, bottom-up, comme on dirait en vocabulaire de la gouvernance, c'est-à-dire bon, plus ou moins économiste. Or, l'environnement dans lequel nous vivons actuellement, la Terre telle que nous l'habitons, bon, alors il y a des grosses conséquences de Monsanto, bon, mais c'est aussi chacun de nous, et même dans les villes comme à la campagne, qui nous le faisons, nous le transformons. Donc nous avons une pratique, hein, plus ou moins importante suivant le type de... Mais nous sommes pas des réceptacles d'une science qui vient d'en haut. Nous avons aussi une pratique, et ça, les politiques dont j'ai parlé, qui donnent les politiques publiques, elles n'en tiennent aucun compte, et c'est pas le même vocabulaire. Vous voyez un livre que j'aime bien, qui a été publié en 2022, je crois, Au bord de l'eau, par Nathalie Blanc, Syria Emelianov et Hugo Rochard, qui s'appelle « Réparer la Terre par le bas ». Manifeste pour un environnementalisme ordinaire, je crois. Mais elles disent et elles développent, c'est des géographes, elles ont fait des enquêtes, ce que je dis. C'est tout un chacun qui faisons notre environnement, et c'est aussi... Nous le vivons passivement, mais nous pouvons aussi décider de réhabiliter. Il y a une quantité de quartiers. Alors, elles font des enquêtes aussi bien en France, puisqu'il y a Hugo Rochard, ils font des enquêtes aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Russie, un peu, pas partout dans le monde, dans différents endroits, de réhabilitation de bords, de cours d'eau qui traversent. Donc, tout ça est absolument en dehors du champ des politiques publiques telles qu'elles sont élaborées à partir de mise en place, rencontres experts-décideurs à tous les niveaux. Et ça, je crois qu'on est en train de souffrir énormément. À mon avis, c'est là qu'il y a de l'espoir, hein, quand on voit l'effondrement actuel de ce schéma dont j'ai montré enfin, j'ai fait allusion à la Constitution dans les années 70, il s'effondre. On n'en tient plus compte. Si tout n'est pas perdu, c'est bien qu'il y a ces quantités de gens qui, comme dit le titre du livre de Nathalie Blanc, c'est Ria Emelianov et Hugo Rochard, réparent la Terre par en bas. Heureusement, on continue à réparer la Terre par en bas.
Je crois aux initiatives citoyennes. Je crois que, aussi bien d'ailleurs qu'il y a de la solidarité et pas seulement de la compétition, qu'il y a du recyclage et pas seulement, du «j'achète et je jette». Oui, ça suffit pas, mais heureusement qu'il est là. Écoutez, il y en a eu beaucoup, j'en citerai simplement une, qui est celle de mon mari, Raphaël Larère, puisque, il est mort il y a quelques semaines, au début du mois de janvier, et que vraiment, sans lui, j'aurais jamais il aurait pu dire la même chose de moi d'ailleurs. S'il était à ma place, je pense il aurait pu dire la même chose, c'est réciproque, je veux dire. Mais c'est parce qu'on était 2 et qu'on a été 2 différents que moi j'étais philosophe, j'avais une formation philosophique, que lui était agro, sociologue à l'INRA, et qu'on a donc pu combiner et faire de la philosophie de terrain. Voilà, on a fait ça pendant plus de 30 ans et voilà, c'est à lui que je dois ça.